Vous serez mon épouse. 4 mots. Seulement 4 mots prononcés par un parfait inconnu ont changé le destin de Geneviève pour toujours. Là, tremblant sous la pluie glacée de novembre, enceinte et abandonnée, sans famille, sans argent, sans espoir, elle a entendu la proposition la plus absurde qu'une demoiselle en disgrâce pourrait recevoir. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Ce n'était pas une promesse de bonheur. C'était un accord froid entre deux naufragés s'accrochant à la même planche au milieu de la tempête. Et savez-vous ce qui est le plus fou dans cette histoire? C'est que ce mariage inattendu, né de la nécessité et du désespoir, est devenu la romance médiévale la plus authentique et improbable que les terres de Valmont aient jamais connue. Parce que parfois, mon cher spectateur, le véritable amour ne commence pas avec des fleurs et de la poésie, il commence avec de la boue, des larmes et une main tendue quand vous êtes déjà au fond du trou. Maintenant, écoutez bien ceci, vous avez probablement déjà entendu que tout arrive pour une raison, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart des gens le disent mais n'y croient pas vraiment. Mais si je vous disais que la pire tragédie de la vie de Geneviève, être enceinte seule, être expulsée de chez elle, porter la honte de l'abandon, était exactement ce qui l'a conduite au seul homme qui pouvait comprendre sa douleur, et que le deuil profond d'Armand, ce seigneur des terres veuf qui avait enterré son cœur avec sa femme, était ce qui l'a préparé à recevoir une seconde chance en amour quand il s'y attendait le moins? Cela ressemble à un scénario de conte de fées, mais ce n'est pas le cas. C'est une histoire de dépassement pur et brut, de celle qui arrive quand le destin jette deux âmes brisées au même endroit et dit « Maintenant débrouillez-vous ». Et ils se sont débrouillés. Oh, qu'est-ce qu'ils se sont débrouillés! Vous êtes sur le point de plonger dans un voyage qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'amour, sur le recommencement, sur le but. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'une demoiselle enceinte qui avait besoin de protection ou d'un fermier veuf qui avait besoin de compagnie, c'est l'histoire de comment deux personnes complètement détruites par la vie ont construit, brique par brique, conversation par conversation, peur par peur, la famille la plus solide que cette propriété rurale ait jamais vue naître. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez une vérité que personne ne vous dit. Parfois Dieu ferme toutes les portes non pas pour vous punir, mais pour vous pousser par la bonne fenêtre. Parfois la plus grande bénédiction de votre vie arrive déguisée en votre pire malédiction. Et parfois, juste parfois, le véritable amour n'est pas celui qui vous trouve au sommet, c'est celui qui vous prend au fond du trou, tend la main, et dit « Remontons ensemble ». Alors respirez profondément, car cette histoire d'un mariage arrangé qui est devenue la plus belle seconde chance en amour des contes d'époque, va commencer maintenant. La pluie tombait comme des lames glacées sur les terres de Valmont cette nuit de novembre, et Geneviève tremblait sous le seul arbre qui offrait un abri près des portes de la propriété rurale. À 19 ans, enceinte et abandonnée par l'homme qui avait juré un amour éternel, elle n'avait plus nulle part où aller, sa propre famille l'avait expulsée comme si elle était une peste, souillant l'honneur du nom de famille avec cette grossesse hors mariage. Le destin semblait avoir fermé toutes les portes, ne laissant que la pluie, la solitude et la peur du lendemain. Mais alors, une voix grave a coupé le bruit de la tempête. « Demoiselle, levez-vous de là. La pluie ne résoudra pas vos problèmes. » C'était Armand de Valmont, le seigneur des terres, un homme de 40 hivers qui portait dans ses yeux le poids d'avoir enterré sa femme 3 ans auparavant. Geneviève leva son visage trempé et vit un homme grand, aux larges épaules, avec des cheveux noirs déjà parsemés de fils argentés, quelqu'un qui, selon les rumeurs du village, s'était fermé au monde depuis qu'il avait perdu sa femme et son enfant lors d'un accouchement qui s'est terminé en tragédie. « Pardonnez-moi, Seigneur, réussit-elle à dire entre les sanglots, mais je n'ai nulle part où aller, j'attends un enfant et j'ai été expulsée de chez moi. » Armand resta silencieux un moment, comme s'il pesait quelque chose de profond en lui, puis prononça des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre d'un étranger,
vous avez besoin d'un toit et ce bébé a besoin d'un nom. J'ai besoin de me rappeler que je suis encore en vie. » La proposition vint sans détour, directe comme une épée. Un mariage arrangé, une union sans amour, juste une protection en échange de présence. Rien de plus, rien de moins. 3 jours plus tard, dans la petite chapelle de la propriété, eut lieu ce que beaucoup appelleraient un mariage inattendu. Sans fête, sans invité, seulement le prêtre, 2 témoins silencieux et 2 cœurs brisés essayant de survivre ensemble. Geneviève portait une simple robe de lin, sans voile, sans fleurs, cela ressemblait plus à un enterrement qu'à une célébration de romance médiévale. Armand, en tunique sombre et expression sérieuse, répéta les vœux comme quelqu'un qui accomplit un devoir, pas comme quelqu'un qui célèbre un véritable amour. Il n'y eut pas de baiser à l'autel, pas de musique, seulement l'écho des paroles du prêtre résonnant sur les murs froids de la chapelle. Et quand tout fut terminé, les 2 sortirent de là comme 2 étrangers qui partageaient maintenant le même nom de famille, mais vivaient encore dans des mondes complètement séparés, elle portant une nouvelle vie dans son ventre, lui portant d'anciens fantômes dans sa poitrine. Les premiers mois dans cette propriété rurale furent comme vivre avec un fantôme poli qui traversait les couloirs de la grande maison sans faire de bruit, sans laisser de traces de vie. Geneviève se réveillait, prenait le petit déjeuner seule à la longue table de chêne, et ne voyait Armand que furtivement quand il sortait pour superviser les travailleurs sur les terres, un seigneur des terres veuf qui semblait avoir oublié comment on converse, comment on sourit, comment on vit. Les repas étaient un rituel de silence gênant, où seul le son des couverts contre la porcelaine brisait le poids de ce mariage arrangé qui ressemblait plus à une prison de courtoisie. Elle essayait d'engager la conversation sur le temps, sur la récolte, sur n'importe quoi, mais il répondait par monosyllabes, comme si chaque mot coûtait un morceau d'âme qu'il n'était pas disposé à donner. Et tous les soirs, chacun se retirait dans sa chambre, elle du côté est de la maison, lui du côté ouest, avec tout un couloir de distance entre 2 cœurs qui battaient sous le même toit. À mesure que la grossesse progressait et que le ventre de Geneviève grandissait, quelque chose d'étrange commença à se produire. Armand devenait encore plus distant, évitant de la regarder pendant les repas, sortant d'une pièce quand elle y entrait. La demoiselle enceinte pensait qu'il regrettait, qu'il était dégoûté d'elle et de cet enfant qui n'était pas le sien, mais la vérité était bien plus douloureuse que n'importe quel rejet. Chaque fois qu'Armand voyait ce ventre arrondi, il revivait le cauchemar qui le hantait depuis 3 ans. Sa défunte femme, Isabelle, avec la main sur le ventre gonflé, souriant et faisant des projets pour le bébé qui n'a jamais respiré. Les souvenirs venaient comme des vagues violentes, les cris pendant l'accouchement interminable, le sang qui ne cessait de couler, le silence abrupt qui fut pire que n'importe quel cri. Il ne pouvait pas être près de Geneviève sans que la peur le paralyse, sans que la certitude que le destin se répéterait le consume de l'intérieur. Ce fut lors d'une nuit de tempête que la tension finalement explosa, montrant que cette histoire de dépassement avait encore beaucoup de couches de douleur à éplucher. Geneviève se réveilla effrayée par des douleurs au ventre, rien de grave, juste les mouvements normaux de la grossesse, mais elle ne le savait pas et courut jusqu'à la chambre d'Armand, frappant à la porte avec désespoir. « Seigneur Armand, s'il vous plaît, je ressens des douleurs. » Quand il ouvrit la porte, il était pâle comme un mort, les yeux écarquillés de panique pure, la respiration désordonnée. Des douleurs? Quel type de douleur? Réussit-il à demander, et à ce moment Geneviève vit au-delà du masque froid du Seigneur des Terres, elle vit un homme terrifié, un homme qui avait tout perdu une fois et était terrifié de perdre à nouveau. Elle prit sa main, tremblant encore de peur, et dit avec une fermeté qu'elle ne savait pas avoir, « Je ne suis pas elle. Ce sera différent. Mais j'ai besoin que vous soyez ici, pas en train de me fuir comme si j'étais un fantôme de votre passé. » Le dégel commença d'une manière que personne n'attendait, non pas avec de belles paroles ou des déclarations dramatiques, mais avec des copeaux de bois et l'odeur de vernis frais.
Un matin du 6e mois de grossesse, Geneviève se réveilla et trouva quelque chose à la porte de sa chambre, une chaise à bascule faite à la main, avec des sculptures délicates sur les côtés et une finition si soignée qu'elle semblait l'œuvre de moi, pas de nuit. Quand elle demanda au domestique qui avait laissé cela là, la vieille Margot sourit pour la première fois en semaine et dit « C'était le seigneur Armand, mademoiselle. Il a passé 3 nuits enfermé dans l'atelier, n'a laissé personne aider ni regarder. » Geneviève s'assit sur cette chaise, se balança doucement, et sentit les larmes couler, parce que cet homme qui lui parlait à peine, ce seigneur des terres veuf qui évitait même de croiser son regard, avait passé des nuits blanches à construire quelque chose pour elle et pour le bébé. C'était la première fois qu'elle sentait que peut-être, juste peut-être, ce mariage inattendu pourrait devenir quelque chose de plus qu'un accord froid entre 2 âmes perdues. La conversation qui changea tout eut lieu un après-midi pluvieux d'automne, quand Geneviève décida qu'elle ne supportait plus de vivre dans ce silence suffocant et alla jusqu'à la grange où Armand réparait des outils. « Pourquoi monsieur évite-t-il de me regarder quand mon ventre est apparent ?» demanda-t-elle, sans détour, sans peur d'entendre une vérité douloureuse. Armand arrêta ce qu'il faisait, les mains tenant encore le marteau, et resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Mais alors, avec une voix étranglée qu'elle n'avait jamais entendue avant, il dit « Parce que j'ai déjà vu un ventre comme ça avant. J'ai vu mon Isabelle heureuse, faisant des projets, choisissant des noms. Et après je l'ai vu crier pendant 2 jours, j'ai vu le sang, j'ai vu la vie s'échapper entre mes doigts pendant que je ne pouvais rien faire. » Il s'assit sur un vieux banc, la tête entre les mains, et confessa la peur qui le rongeait, « J'ai peur que cela arrive à nouveau. Chaque jour qui passe, je vous regarde et je pense, et si je perds encore une fois? Et si ce bébé est ma sentence de mort à nouveau ?» Geneviève sentit quelque chose se briser en elle, non pas de tristesse, mais de compréhension profonde. Elle s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé, et prit la main calleuse d'Armand entre les siennes. « Sentez, » dit-elle, plaçant sa main sur son ventre arrondi. Il essaya de la retirer, mais elle la tint fermement. « Sentez. Il donne des coups de pied. Il est vivant. Il est fort. » Armand sentit le mouvement sous la paume de sa main, et ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne versait pas depuis 3 ans. « Il est vivant, » répéta-t-il, comme s'il devait l'entendre à voix haute pour y croire. Et Geneviève, avec une sagesse qui ne correspondait pas à ses 19 ans, dit quelque chose qui resterait gravé dans son cœur pour toujours. « Moi aussi j'ai peur. Peur de mourir, peur que le bébé meure, peur que tout aille mal. Mais si nous vivons dans la peur, nous sommes déjà morts avant l'heure. Et je choisis de vivre, Armand. Je choisis de croire que cette fois ce sera différent. » À ce moment, avec sa main encore sur son ventre et les larmes mouillant le sol de terre battue, quelque chose en Armand qui était gelé depuis le jour où il avait enterré Isabelle commença, enfin, à dégeler goutte par goutte, comme de la glace au soleil du printemps. Les repas changèrent du jour au lendemain, comme si quelqu'un avait allumé des bougies dans un salon qui vivait dans l'obscurité. Geneviève et Armand commencèrent à converser pendant le dîner, non seulement sur le temps ou la récolte, mais sur des choses vraies, des choses qui importaient. « Comment était votre femme ?» demanda-t-elle une nuit, et au lieu de fermer son visage comme avant, Armand sourit pour la première fois en mois et dit « Isabelle était têtue, riait trop fort, et adorait planter des fleurs là où il ne devait y avoir que des légumes. » Il raconta des histoires qu'il avait enfermées au fond de sa poitrine, et Geneviève écouta chacune avec attention, sans jalousie, sans peur, parce qu'elle réalisa que pour construire une seconde chance en amour, il fallait honorer ce qui était venu avant, ne pas l'effacer. Et quand ce fut son tour de parler de l'homme qu'il avait abandonné enceinte, Armand écouta sans juger, prit simplement sa main au-dessus de la table et dit « C'était un fou. Et sa perte est mon gars. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis le mariage arrangé,
Les deux allèrent dormir en sentant qu'ils n'étaient peut-être plus deux étrangers, mais deux personnes commençant à vraiment se connaître. Ce fut lors d'une autre tempête que le prochain échelon de cette échelle fut gravi, parce qu'il semblait que le destin utilisait la pluie pour pousser ces deux-là plus près l'un de l'autre. Geneviève se réveilla au milieu de la nuit avec le bruit du tonnerre, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes. Elle avait toujours eu peur des tempêtes depuis l'enfance, mais n'en avait jamais parlé à personne, encore moins au Seigneur des terres veuf qui la connaissait à peine. Mais cette nuit-là, la peur fut plus grande que l'orgueil, et elle marcha dans le couloir jusqu'à la porte de la chambre d'Armand, frappant doucement. « Entrez », dit-il, et quand il vit son visage effrayé, il n'eut besoin d'aucune explication. « Allongez-vous ici. Le lit est grand, il y a de la place. » Geneviève s'allongea au bout, presque en train de tomber tant elle était loin, et les deux restèrent là, raides, regardant le plafond. Mais quand le prochain tonnerre secoua les fenêtres, Armand tendit la main dans l'obscurité, et Geneviève la prit, et ils passèrent le reste de la nuit ainsi, main dans la main, écoutant la pluie, sans dire un mot, parce que parfois le silence partagé en dit plus que n'importe quelle conversation. Au 8e mois de grossesse, Armand appela Geneviève pour voir quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il lui montrerait. Il ouvrit la porte d'une chambre qui était toujours fermée à clé, une pièce dans laquelle personne n'entrait depuis 3 ans. À l'intérieur, tout était prêt, un berceau en bois sculpté, des rideaux en lin brodé, des jouets couverts de poussière, tout figé dans le temps comme un sanctuaire d'une ancienne douleur. « C'était pour être la chambre de mon fils », dit Armand, la voix tremblante. « J'ai fermé cette porte le jour de l'enterrement et ne l'ai jamais rouverte. Mais aujourd'hui j'ai pensé, pourquoi gaspiller? Tout est ici. Il faut juste un nettoyage. Et un bébé. » Geneviève le regarda avec les yeux embués et demanda, « Et les souvenirs? Cela ne fera-t-il pas mal ?» Armand respira profondément et répondit avec une sagesse qui vient seulement de ceux qui ont déjà traversé le feu et survécu, « Cela fera mal. Cela fera toujours un peu mal. Mais les souvenirs ne partiront pas juste parce que j'ai fermé la porte. Ils resteront ici. » Il toucha sa poitrine, mais maintenant ils auront la compagnie de nouveaux souvenirs. De pleurs de bébé, de rires, de vie. Cette salle est restée morte trop longtemps. Il est temps qu'elle respire à nouveau. Et quand ils s'embrassèrent là, au milieu de cette chambre qui était à la fois tombe et pouponnière, tous deux sentirent que cet étrange voyage d'un mariage inattendu devenait enfin une véritable histoire de dépassement. Le travail commença 2 semaines avant la date prévue, à l'aube où la pleine lune illuminait les champs de Valmont comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Geneviève se réveilla en sentant les premières contractions. Au lieu de crier ou de paniquer, elle respira profondément et secoua doucement Armand. « Ça commence », fut tout ce qu'elle dit, mais ces 2 mots furent comme un éclair traversant sa poitrine. Armand s'assit d'un bond dans le lit, les yeux écarquillés, le visage devenant pâle comme de la cire de bougie, et pendant un moment il gela simplement, parce que dans sa tête se jouait à nouveau ce film d'horreur qu'il avait regardé il y a 3 ans, image par image, cri par cri. Mais il reste du temps, ça ne peut pas être maintenant, je ne suis pas prêt. » Il commença à bégayer, mais Geneviève prit son visage entre ses 2 mains, l'obligeant à la regarder dans les yeux, et dit avec une fermeté qui coupa à travers la panique, « Armand, regardez-moi. Je ne suis pas elle. Cela va être différent. Mais j'ai besoin que vous restiez avec moi, ici, maintenant, pas dans le passé. » Les 14 heures suivantes testèrent la foi, le courage et la santé mentale d'Armand de manière que même les pires batailles n'ont pas réussi à faire. La sage-femme arriva, installa tout dans la chambre qui était auparavant un sanctuaire de douleur et serait maintenant le théâtre d'une nouvelle vie, et Armand resta là, tenant la main de Geneviève, essuyant la sueur de son front, murmurant des mots d'encouragement même quand à l'intérieur il s'effondrait. À la 3e heure, quand Geneviève gémit de douleur,
il eut un flashback si fort d'Isabelle criant qu'il dut sortir en courant de la chambre, s'appuya contre le mur du couloir et vomit. À la 7e heure, la sage-femme dit que ça prenait du temps et il faillit s'évanouir sur place. À la 10e heure, Geneviève, épuisée et délirante, le regarda et dit « Si quelque chose tourne mal, prends soin de Pierre, promets. » Et Armand, avec des larmes coulant sur son visage, répondit avec une intensité qui l'effraya lui-même « Non. Ne parle pas comme ça. Tu vas aller bien. Vous deux allez bien. Je n'accepte pas d'autre fa. » À la 12e heure, il sortit à nouveau, s'agenouilla dans le couloir et pria comme il n'avait jamais prié de sa vie, ne demandant pas de grands miracles, seulement implorant « S'il vous plaît, pas encore, ne la prenez pas aussi, je ne peux pas perdre à nouveau. » Et puis, à la 14e heure, quand Armand était déjà convaincu que le destin allait se répéter et qu'il était condamné à enterrer une autre femme qu'il aimait, survint le son le plus beau qu'il ait jamais entendu de sa vie, le cri strident d'un nouveau-né. « C'est un garçon !» cria la sage-femme, et ensuite, avec un énorme sourire, « Et la mère va bien. Fatiguée, mais bien. » Armand entra dans la chambre en titubant, les jambes tremblantes, et vit Geneviève vivante, en sueur, épuisée, mais vivante, tenant un petit bébé rouge qui hurlait avec la force de 10. Elle lui tendit le bébé avec un faible sourire, « Viens rencontrer ton fils, Armand. » Il prit Pierre dans ses bras avec tant de soin qu'il semblait tenir du verre, regarda ce petit visage froissé, puis regarda Geneviève, vivante, souriante, le regardant avec amour, et quelque chose en lui qui était brisé depuis 3 ans commença enfin, à se réparer. « Vous avez réussi, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Vous avez réussi. J'avais tellement peur et... » Geneviève toucha son visage et dit la vérité la plus simple et la plus profonde de cette romance médiévale, « Je sais. Mais parfois, Armand, la peur ment. Et aujourd'hui elle a menti. » 6 mois après la naissance de Pierre, la propriété rurale de Valmont avait tellement changé que même les domestiques commentaient à voix basse qu'elle semblait un autre endroit, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres d'une maison qui vivait fermée et laissé entrer le soleil. Armand, qui auparavant quittait la maison avant l'aube et ne revenait que pour dormir, portait maintenant le petit Pierre dans ses bras pendant qu'il supervisait les travailleurs, montrant au bébé les champs de blé comme s'il pouvait comprendre. Geneviève chantait des berceuses qui résonnaient dans les couloirs, et pour la première fois en année cette énorme maison ne semblait pas un mausolée, mais un véritable foyer. Les dîners devinrent des moments de rire, Pierre bavant dans la petite chaise qu'Armand avait faite, Geneviève racontant des histoires stupides du village, et le seigneur des terres veuf qui souriait à peine avant riait maintenant fort, sans honte, sans poids. En fin d'après-midi, les 3 s'asseyaient sur la véranda pour regarder le coucher de soleil, et Armand tenait la main de Geneviève naturellement, comme si cela avait toujours été ainsi, comme si ce véritable amour qui naquit lentement avait toujours été là, attendant juste le bon moment pour éclore. Ce fut une nuit ordinaire, après avoir mis Pierre au lit dans le berceau à côté du lit, parce que oui, maintenant ils dormaient dans la même chambre, partageaient le même espace, vivaient comme mari et femme pour de vrai, que Geneviève posa la question qui martelait dans sa tête depuis des semaines. « Armand, dit-elle doucement, regrettez-vous de m'avoir trouvé ce jour-là, mouillé de pluie, enceinte et abandonnée, d'avoir fait cette proposition folle ?» Il tourna son visage vers elle, et dans l'obscurité de la chambre elle vit la lueur de ses yeux qui étaient autrefois si froids et brûlaient, maintenant de quelque chose de chaud et vivant. « Je regrette une seule chose, » répondit-il, et avant qu'elle ne puisse s'inquiéter, il compléta, « d'avoir attendu 3 mois pour vous embrasser pour la première fois. J'aurais dû le faire bien avant. » Geneviève rit, surprise, et Armand continua, cette fois sérieusement, « Ce mariage a commencé comme un mensonge, Geneviève. Un papier, un accord, une façade. Mais il est devenu la chose la plus vraie de ma vie. Je t'aime.
Je ne sais pas quand ça a commencé, peut-être quand tu as tenu ma main dans la tempête, peut-être quand tu m'as obligé à sentir Pierre donner des coups de pied. Ou peut-être que c'était toujours là, attendant juste que j'arrête d'avoir peur pour le réaliser. Geneviève sentit les larmes mouiller l'oreiller, mais c'était de bonnes larmes, de celles qui lavent l'âme. « Moi aussi je t'aime », confessa-t-elle, la voix tremblant d'émotion. « Et sais-tu ce qui est drôle ? L'homme qui m'a promis un amour éternel, qui a juré qu'il prendrait soin de moi, qui a dit tous les beaux mots qu'une demoiselle enceinte voulait entendre, il m'a abandonné à la première difficulté. Et toi, Armand, toi qui n'as rien promis, qui as seulement offert un toit et un nom, toi qui as dit que ce n'était pas de l'amour, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la sécurité, tu m'as donné un foyer, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une seconde chance en amour quand je pensais ne plus jamais y croire. » Ils s'embrassèrent là, dans l'obscurité, avec Pierre ronflant doucement dans le berceau à côté, et ce fut un baiser qui avait le goût de recommencement, de guérison, de promesses tenues sans jamais avoir été dites à voix haute. 1 an après cette nuit de pluie qui réunit 2 âmes perdues, ils firent le premier portrait de famille, Armand au centre, sérieux mais avec les yeux brillants, Geneviève à côté avec Pierre dans ses bras, tous vêtus de leur meilleur habit, tous souriants. Et au dos de ce portrait, avec sa calligraphie délicate, était écrit « La famille que le destin n'a pas planifiée, mais que le véritable amour a construite, brique par brique, larme par larme, espoir par espoir. » Valmont, 1347. Et voilà, mon cher spectateur, l'histoire de Geneviève et Armand, 2 âmes que le monde avait jetées et que le destin a réunies dans un mariage inattendu sur lequel personne n'aurait parié une pièce de cuivre. Mais regardez ce qui s'est passé. La demoiselle enceinte qui pleurait sous la pluie est devenue la dame de Valmont, mère de Pierre, épouse aimée d'un homme qui avait juré ne plus jamais aimer. Et le seigneur des terres veufs, cet homme amer qui vivait prisonnier d'un deuil de 3 ans, a recommencé à sourire, à vivre, à croire que la vie avait encore de beaux chapitres à écrire. Cette histoire de dépassement n'est pas seulement du divertissement, c'est un miroir que nous devons regarder quand nous pensons avoir tout perdu, quand nous pensons avoir trop erré, quand nous pensons qu'il n'y a pas de retour en arrière. Parce que si Geneviève a réussi à reconstruire à partir de 0 enceinte et abandonnée, et si Armand a réussi à aimer à nouveau après avoir enterré sa femme et son enfant, alors vous aussi vous pouvez. Quelle que soit la chose qui vous a fait tomber, quel que soit le trou dans lequel vous êtes maintenant, ce n'est pas la fin, c'est juste un mauvais chapitre dans un livre qui est encore en train d'être écrit. Maintenant venez ici, laissez-moi vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous déjà abandonné quelque chose, un rêve, une relation, une seconde chance, parce que vous pensiez que ça n'allait pas marcher? Combien de fois avez-vous regardé votre mariage arrangé, de la vie, ce travail qui n'était pas l'idéal, cet endroit qui n'était pas ce qui était prévu, cette situation qui semblait un accord froid sans amour? Et êtes-vous simplement resté là, à vous plaindre, sans essayer de transformer en quelque chose de meilleur? Geneviève et Armand auraient pu vivre le reste de leur vie comme 2 étrangers partageant un toit, remplissant un protocole, faisant semblant que tout allait bien. Mais ils ont choisi différemment. Ils ont choisi de converser. Ils ont choisi de s'ouvrir. Ils ont choisi d'affronter les peurs au lieu de les fuir. Ils ont choisi de construire le véritable amour là où il n'y avait que convenance. Et vous ? Choisissez-vous de construire ou attendez-vous simplement que les choses s'améliorent magiquement toutes seules? Parce que la dure vérité que personne ne veut entendre est celle-ci. Une seconde chance en amour, dans la vie, en quoi que ce soit, elle ne tombe pas du ciel toute faite. Vous la construisez. Brique par brique. Conversation par conversation. Décision par décision. Alors voici mon défi pour vous, inspiré de cette histoire des contes médiévaux que vous venez d'entendre. Prenez ce qui est brisé dans votre vie, que ce soit une relation tiède, que ce soit un rêve que vous avez mis au placard,
Que ce soit une partie de vous qui est morte et que vous pensez ne jamais revivre et choisissez de reconstruire. Pas demain. Pas quand j'aurai le temps. Aujourd'hui. Maintenant. Faites comme Geneviève a fait. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous sauve et commencez à vous sauver. Faites comme Armand a fait. Ouvrez cette porte que vous avez verrouillée il y a des années parce que ça fait trop mal de regarder à l'intérieur et laisser l'air frais entrer. Parce que la magie de toute cette histoire n'est pas dans la fin heureuse, elle est dans les choix qu'ils ont faits chaque jour pour arriver à cette fin. Et vous avez les mêmes choix disponibles. La question est, allez-vous faire comme la majorité, qui regarde l'histoire, soupire, et retourne à la vie de la même manière? Ou allez-vous faire comme les sages, qui prennent la leçon, l'appliquent dans leur propre vie, et écrivent leur propre histoire de dépassement? Le stylo est dans votre main. Le livre est ouvert. Maintenant écrivez.